Nous allons poursuivre notre étude des structures caténaires en donnant quelques exemples de structures caténaires tendues à partir de cas réels. Nous avons choisi la passerelle piétonne de Surentus dans les Alpes suisses comme premier exemple. Cette passerelle piétonne, conçue par Jörg Konzett et conçue en 1999, franchit une portée de 40 mètres au-dessus d'un cours d'eau dans les Alpes suisses. Le dénivelé entre les deux points d'appui est de 4 mètres, comme on peut voir sur l'illustration en bas de l'écran. Et le concepteur a voulu réduire la flèche au maximum pour créer une silhouette mince et élancée qui donne l'impression de flotter au-dessus du cours d'eau. Donc on voit que la flèche de la passerelle est très faible, donc on voulait avoir la passerelle la plus plate possible, la plus horizontale possible et la plus mince pour avoir vraiment une intervention minimale là, au-dessus du cours d'eau. Le tablier de la passerelle est constitué en fait de plaques de granit de 6 x 25 x 110 cm, alignées bout à bout et simplement déposées sur deux rubans d'acier inoxydable de 15 x 180 mm. Donc on a représenté une vue en coupe de la passerelle à gauche de l'écran. Donc on s'aperçoit que le tablier est très mince. Le tablier ne fait que 6 cm d'épaisseur. Le garde-corps est aussi minimaliste, qui est constitué de minces tiges en acier de 16 mm de diamètre, espacées à 30 cm sans centre. Puisque le granit possède une masse volumique de 2700 kg par mètre cube, le poids du tablier est égal à 1,62 kN par mètre carré, c'est-à-dire 2,7 kN par mètre cube, fois 0,06 mètres. On estime le poids de l'acier, c'est-à-dire le poids des rubans, plus les garde-corps, environ 38 kg par mètre carré, ce qui donne une charge morte totale de 2 kN par mètre carré, c'est-à-dire 1,62 plus 0,38 kN par mètre carré. En ce qui concerne la charge d'utilisation, pour ce type de passerelle, le code suisse recommande d'utiliser une charge d'utilisation de 2,5 kN par mètre carré. Je vous rappelle que c'est différent du code canadien. Dans le code canadien, si vous allez dans le tableau correspondant, pour une passerelle, ici, on demanderait d'utiliser une charge d'utilisation de 4,8 kN par mètre carré. En Suisse, pour les passerelles piétonnes comme ça en montagne, on considère que la passerelle sera jamais, il n'y aura jamais une foule qui va traverser la passerelle en même temps. Donc, les normes suisses sont moins sévères et pour ce type d'ouvrage, les normes suisses recommandent une charge d'utilisation de 2,5 kN par mètre carré. Dans cette région-là aussi, on a la charge de neige qui est égale à 3 kN par mètre carré. Donc, on va prendre la plus élevée de ces charges-là. On va prendre soit la charge d'utilisation ou la charge de neige. Dans ce cas-là, le cas le plus défavorable, la charge la plus élevée correspond à la charge de neige de 3 kN par mètre carré. Donc, c'est ce qu'on va prendre comme valeur de charge vive. La charge totale majorée est obtenue en calculant 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, on a 1,25 fois 2 kN par mètre carré plus 1,5 fois 3 kN par mètre carré, ce qui nous donne une charge totale majorée de 7 kN par mètre carré. La charge totale qui va être supportée par la passerelle, W, ça va être égal à 7 kN par mètre carré, fois la largeur de la passerelle, 1,1 m, fois la longueur de la passerelle, 40 mètres. Donc ça va nous donner 310 kN au total. Dans ce cas-là, le concepteur veut que le tablier de la passerelle soit tangent à l'horizontale dans son point le plus bas, pour avoir une forme là, qui est très fluide. Donc, ça signifie que notre réaction d'appui à la droite de la passerelle va être horizontale. Donc, si on regarde sur le polygone de force en bas à droite de l'écran, on va tracer une ligne horizontale à partir du point O sur notre polygone de force, et ça va nous donner notre réaction d'appui à l'extrémité droite. Sur le diagramme de forme aussi, on connaît le dénivelé de 4 mètres entre l'extrémité gauche et droite. Donc sur le diagramme de forme, on va tracer la corde de fermeture qui est la ligne pointillée inclinée. Et on va ramener cette corde de fermeture-là sur le polygone de force. Comme on a quand notre charge est uniformément répartie, on sait que notre corde de fermeture va intercepter l'axe vertical où on a les charges externes au niveau du point Z.
Et dans ce cas-là, comme la charge est symétrique, on sait que le point Z va être situé à mi-hauteur de la résultante des charges externes. Donc, comme on a une charge de 310 kN, on va séparer ça en deux, 2 fois 155 kN. Et sur le polygone de force, en bas à droite de l'écran, à partir du point 0, on va tracer une droite parallèle à notre corde de fermeture et qui arrive à une distance de 155 kN au-dessus du point le plus bas sur notre polygone de force. Donc, le croisement de ces deux lignes-là, la ligne horizontale et la ligne diagonale là, parallèle à notre corde de fermeture, va nous permettre de localiser le point focal O sur notre polygone de force. On peut alors diviser arbitrairement notre structure en 10 tranches de 4 mètres et appliquer une force verticale de 31 kN au centre de chacune de ces tranches. Après avoir complété le polygone de force qu'on a illustré ici en bas de l'écran, on peut finalement tracer le profil de la structure caténaire sur le diagramme de forme. Le polygone de force nous indique que l'effort de tension maximal dans la structure caténaire est égal à 1630 kN, ce qui est 5 fois plus élevé que la charge totale supportée par la passerelle, là, qui est égale à 310 kN. Donc, on voit sur le polygone de force que notre structure, on disait que plus notre polygone de force est compact, plus notre structure est efficace. Dans ce cas-là, notre structure n'est pas tellement efficace parce que notre polygone de force est très allongé, ce qui fait qu'on a un effort de tension dans notre structure qui est 5 fois plus élevé que la charge qu'on a supportée. Mais ce choix-là d'avoir une structure très fortement sollicitée, qui est moins efficace, est justifié d'une part parce que l'acier en tension est très résistant, et d'autre part par la volonté de l'architecte où on voulait que notre passerelle soit la plus plate possible. L'architecte souhaitait avoir un ruban de pierre, un ruban de granit qui flotte au-dessus de la rivière. Donc, on voulait limiter la flèche au maximum pour avoir le profil le plus mince, le plus droit possible. Sur le diagramme de forme que nous avons reproduit ici en bas de l'écran, on peut mesurer la flèche au centre de la structure qui n'est que de 1 mètre pour une portée de 40 mètres, ce qui nous donne un profil très élancé. On a un rapport d'élancement, un rapport S sur L, c'est-à-dire flèche sur portée de 1 sur 40, alors que normalement, pour une structure caténaire, on a plutôt un rapport de 1 dans 10. Donc, on a une structure qui est très élancée, qui est très plate. On aurait, comme je l'ai mentionné précédemment, pu accroître la flèche pour réduire les efforts de tension. Si on avait pris une flèche plus importante, on aurait réduit les efforts de tension de façon importante dans notre structure. Mais c'est justement l'aspect très plat et élancé du tablier qui confère à la passerelle toute son élégance et son intérêt architectural. Et si on avait augmenté la flèche de façon importante, on aurait eu une structure plus efficace, mais moins intéressante d'un point de vue architectural. Donc, lorsqu'on fait de la conception de structure, la structure optimale n'est pas nécessairement toujours la structure qui est la plus efficace, mais c'est celle qui va être à la fois être efficace, mais être intéressante aussi d'un point de vue architectural. L'effort résistant en traction des deux rubans d'acier qui supportent le tablier est égal à phi F indice T fois A indice N, où F indice T est la limite élastique de l'acier et A indice N est la section du ruban. Donc, si on admet que l'acier possède une contrainte admissible de 350 MPa, c'est-à-dire un acier doux de charpente standard, on trouve alors que la résistance en tension de nos rubans va être égale à 0,9 fois 350 Newton par millimètre carré, fois l'aire de section d'un ruban. Nos rubans fait 15 mm d'épaisseur, fois 180 mm de largeur, fois 2 rubans, parce qu'on a 2 rubans qui supportent la passerelle, divisé par 1000 pour amener ça en kN. Donc, ça va nous donner une résistance à la tension de 1700 kN. C'est plus grand que l'effort de tension maximum qui est imposé à notre passerelle, qui est égal à 1630 kN. Donc, ça veut dire que
notre structure est adéquate et est capable de supporter les charges qui lui sont imposées. Le polygone de force indique que la réaction d'appui horizontale est élevée, c'est-à-dire 1600 kN aux extrémités de la structure. Pour transférer cette charge aux appuis, on a choisi de les ancrer directement au roc qui est affleurant à la surface. Cela nécessite l'installation de tirants d'ancrage en acier de 15 mètres de longueur aux deux extrémités de la passerelle, tel qu'on peut voir ici sur l'illustration à l'écran. Donc on voit qu'on a besoin de tirants qui sont très longs, avec des petites semelles en béton qui sont illustrées ici aussi à l'écran pour pouvoir ancrer solidement la passerelle et transmettre la force horizontale au niveau des fondations. Comme le tablier est très mince, il est très flexible et déformable. Il nous reste donc à assurer une stabilité suffisante à la structure. Le garde-corps est trop léger pour offrir un quelconque soutien. Pour cet ouvrage, le concepteur a donc choisi d'utiliser la technique du tablier post-contraint pour accroître la stabilité de la structure. Dans un premier temps, le tablier en granit vient buter sur une plaque d'acier ancrée dans la fondation en béton. C'est ce qu'on voit sur l'illustration A en bas de l'écran. Puis, à l'aide d'un vérin hydraulique portable fixé à un crochet en forme de C, on vient appliquer une force de tension sur le ruban en acier qui s'étire et on place alors une plaque en acier pour combler l'espace vide créé entre la plaque d'acier encastrée dans le béton et le crochet. C'est ce qu'on a représenté schématiquement là, à l'illustration B. On termine en relâchant la tension en retirant le vérin hydraulique. C'est ce qu'on voit dans l'illustration C. Donc, en voulant reprendre sa longueur initiale, le ruban va venir buter sur le tablier en granit pour lui imposer un effort de compression. Le tablier va alors être entièrement comprimé et va agir comme une arche inversée qui est beaucoup plus rigide qu'un câble suspendu. C'est ce qui va conférer à la passerelle sa stabilité et ce qui va lui permettre d'être peu déformable quand les piétons vont circuler dessus. Toute charge additionnelle qui sera imposée au tablier diminuera la compression dans les dalles de granit sans modifier la tension dans les rubans en acier. La photographie qui est reproduite à l'écran montre une image de la passerelle. On voit bien que la volonté de l'architecte dans ce cas-là, que la passerelle soit constituée uniquement d'un mince ruban très mince et très plat qui flotte au-dessus de la rivière, a bien été atteint dans ce cas-là. La photographie à gauche de l'écran ici montre une autre image de la passerelle où on voit bien cet effet de finesse. On voit également l'appui au niveau droit de la passerelle et le fait qu'au niveau de l'appui, la passerelle est vraiment tangente à l'horizontale. Sur la photo, en haut à droite, on voit le système d'accrochage qui permet justement, comme je le mentionnais dans une diapositive précédente, de venir post-contraindre les dalles en granit. On voit aussi entre les dalles en granit et la fondation en béton quelques plaques d'acier qui ont été installées pour que sur place les ouvriers puissent ajuster la hauteur de l'ouvrage. On voit bien sur cette photo-là aussi sur la tranche les différentes plaques de granit qui sont placées les unes à côté des autres. Et enfin, sur l'image en bas à droite, on voit le système pour venir placer la post-contrainte sur les dalles en granit. On voit bien ici, de chaque côté, gauche et droite, la plaque d'acier qui vient entre le crochet en C et la dalle, là, sur laquelle la dalle va venir buter. Et c'est ce qui va permettre de venir exercer là, la force de compression sur la dalle pour lui donner sa rigidité. Comme deuxième exemple, nous allons étudier la passerelle piétonne Traversina 1. La passerelle Traversina 1 a été conçue par le même ingénieur, Jörg Konzett, et construite à proximité de la passerelle Sorrentus. En bas de l'écran, on a une illustration de la passerelle. Il s'agit en fait d'une passerelle qui est juchée à 34 mètres au-dessus d'une vallée étroite sur un site de montagne peu accessible. Pour cette raison, il a été décidé au départ que la passerelle serait entièrement préfabriquée, puis transportée par hélicoptère et déposée sur le site. Ainsi, le poids de chacune des composantes ne devait pas excéder 4300 kg, ce qui correspond à la capacité de levage du plus gros hélicoptère disponible. On a ainsi séparé la structure en deux composantes.
on a d'abord une sous-structure de forme lenticulaire qui est constituée de 2 câbles porteurs de forme caténaire unis par des câbles triangulaires en bois et des tirants en acier en forme de X qui confèrent à l'ensemble une bonne rigidité. Et puis, on a une superstructure qui est constituée de cadres en bois en forme de H qui est déposée sous la sous-structure. On a à l'écran là, une illustration de la structure avec ses principales dimensions. Donc, on voit que la passerelle franchit une portée de 47 mètres, qu'elle est inclinée de 6 degrés par rapport à l'horizontale, que le tablier fait 1 mètre de largeur et que si on regarde sur la vue en plan, les câbles adoptent aussi une forme caténaire dans le plan horizontal avec une largeur maximale de la passerelle de 4,7 mètres au centre de la portée. On remarquera sur cette illustration que les fondations en béton des extrémités de la passerelle sont très petites. Comme on l'a mentionné précédemment, on est dans un lieu peu accessible, donc c'était difficile de construire des fondations importantes. Dans ce cas-là, pour reprendre la composante horizontale des câbles caténaires, on a choisi de faire travailler le tablier de la passerelle en compression. Donc, c'est le tablier de la passerelle qui va travailler en compression pour reprendre la composante horizontale de la réaction d'appui aux 2 extrémités de la passerelle, ce qui fait que lorsqu'on va déposer la passerelle sur les 2 semelles de fondation à ses extrémités, on ne va transmettre qu'un effort vertical au niveau des fondations, on ne transmettra aucun effort horizontal. C'est ce qui permet d'avoir des fondations là, qui sont minimalistes comme celles que l'on voit à l'écran. Un pontage en bois et des panneaux de contreplaqué servant de garde-corps sont ensuite installés sur place pour compléter la superstructure. Cette superstructure permet le passage des piétons et sa géométrie en forme de U confère à l'ensemble une grande rigidité qui procure une meilleure rigidité à la structure portante lenticulaire et qui réduit les vibrations occasionnées par le passage des piétons. En bas de l'écran, on voit à gauche le système structural avec la sous-structure lenticulaire et la superstructure en forme de H qui est déposée par-dessus. Et à droite de l'écran, on voit une coupe de la passerelle où on voit en bas complètement les 2 câbles là, caténaires qui passent à l'intérieur du triangle en bois et qui vont porter les charges de l'ouvrage. Pour analyser l'ouvrage, on doit d'abord calculer les charges qui le sollicitent. En fait, on sait que le poids total de l'ouvrage est estimé à 12 tonnes, ce qui signifie que la charge morte linéaire est égale à 12 000 kg fois 0,01 kN par kg fois 1 sur 47 mètres, ce qui nous donne une charge linéaire de 2,55 kN par mètre. La charge vive correspond à la charge maximale de neige dans cette région, c'est 3 kN par mètre carré, comme on avait dans l'exemple précédent pour la passerelle sur Ansun, ce qui donne une charge vive de 3 kN par mètre carré, fois la largeur du tablier, 1 mètre, donc ça nous donne une charge vive de 3 kN par mètre. La charge totale majorée, comme toujours, est égale à 1,25 fois la charge vive plus 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc 1,25 fois 2,55 plus 1,5 fois 3, ce qui nous donne une charge totale majorée de 7,7 kN par mètre. Pour le câble caténaire, le concepteur a choisi un rapport flèche-portée, c'est un rapport S sur L, de 1 dans 10, ce qui signifie que la flèche au centre du câble est égale à 47 mètres divisé par 10, 4,7 mètres. La charge totale supportée par la passerelle est donc égale à 7,7 kN par mètre fois 47 mètres, ce qui nous donne une charge totale de 360 kN. Cela signifie que chacun des 2 câbles qui supportent la structure va supporter une charge de 180 kN, c'est-à-dire la moitié de la charge totale de 360 kN. Puisque la charge verticale est uniformément répartie sur toute la longueur de la structure, on peut localiser directement le point focal O sur le polygone de force en faisant se croiser les 2 segments d'extrémité à une distance égale à 9,4 au-dessous de la corde de fermeture au centre de la portée. On se souvient que pour les charges uniformément réparties, on sait que les deux réactions d'appui se croisent à une distance qui est égale à 2 fois la hauteur de la flèche.
Donc, comme notre flèche est égale à 4,7 mètres, 2 fois 4,7 mètres va nous donner 9,4 mètres. Donc, si on regarde sur le diagramme de forme, en haut à droite de l'écran, on va mesurer au centre de la portée une distance de 9,4 mètres à partir de notre corde de fermeture qui est inclinée de 6 degrés par rapport à l'horizontale. Et on va tracer les deux droites correspondant aux réactions d'appui qui vont se croiser à ce point-là. Sur notre polygone de force, on a notre charge totale qui est égale à 180 kN sur l'axe vertical. Donc, à partir de là, on va ramener deux lignes parallèles aux lignes pointillées sur notre diagramme de forme. Et ces deux lignes-là vont se croiser en un point qui va être notre point focal haut. Donc, à partir de ça, on va pouvoir tracer notre polygone de force. On divise alors la portée en 10 intervalles équidistants de 4,7 mètres. Et au centre de chacun de ces intervalles, on va placer une charge verticale de 18 kN, c'est-à-dire 180 kN divisé par 10. Maintenant qu'on connaît la position du point haut, on peut compléter le polygone de force et tracer le diagramme de forme correspondant du câble caténaire. C'est ce qui est représenté ici à gauche de l'écran. Le polygone de force nous indique que l'effort de tension maximale dans le câble est égal à 245 kN et qu'il est situé à l'extrémité gauche de la passerelle. À l'extrémité droite, on aurait une charge très légèrement inférieure de 235 kN. Contrairement à la passerelle sur Hansens, la composante horizontale de la réaction d'appui aux extrémités de la passerelle n'est pas transmise aux fondations, comme je le mentionnais précédemment, mais est reprise par le tablier en bois qui est sollicité en compression. C'est ce qui permet d'avoir des fondations légères aux extrémités de la passerelle. La passerelle doit aussi résister à une charge latérale de vent qui est estimée à 1,3 kN par mètre par les concepteurs de l'ouvrage. C'est pour cette raison qu'on a choisi de ne pas placer les deux câbles caténaires dans un plan vertical, mais plutôt de les incliner pour créer une structure lenticulaire. La vue en plan de la passerelle montre que dans le plan horizontal, les deux câbles agissent aussi comme une structure caténaire pour résister aux charges de vent. Si, comme précédemment, on divise la portée en 10 intervalles de 4,7 mètres, on peut placer au centre de chacun de ces intervalles une charge horizontale qui va être égale à 1,5, le facteur de majoration pour les charges vives, fois 1,3 kN/mètre, fois 4,7 mètres, la largeur de chacun des intervalles. Donc, ça va nous donner une charge de 9 kN. La flèche horizontale du câble est donnée, on le voit en regardant la figure en bas de l'écran, donc est donnée par l'expression suivante. Ça va être 4,7 mètres moins 1 mètre. Et divisé par 2, ça va nous donner la flèche au centre du câble, la flèche horizontale qui va être égale à 1,85 mètres. Comme la charge horizontale de vent est uniformément répartie sur toute la longueur de la passerelle, on peut localiser facilement le point focal haut sur le polygone de force en faisant se croiser les deux segments d'extrémité à une distance de 3,7 mètres, c'est-à-dire deux fois la flèche qui est égale à 1,85 mètres, sous la corde de fermeture au centre de la portée. C'est ce qu'on a illustré ici sur le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Donc, on procède de la même façon qu'on le faisait pour les charges verticales. Il suffit alors de compléter le polygone de force et de tracer le diagramme de forme du câble. C'est ce qu'on a fait ici en bas à gauche de l'écran. On mesure alors que l'effort de tension maximale induit dans le câble caténaire par l'action des forces horizontales est égal à 290 kN. L'effort de tension maximale dans le câble est obtenu en additionnant l'effort causé par la charge verticale à celui causé par la charge horizontale. Donc, on a l'effort dans le câble qui est égal à 245 kN plus 290 kN qui nous donne un total de 535 kN. Dans ce cas-là, on remarque par exemple que les charges horizontales de vent vont générer un effort de tension dans le câble qui est supérieur à l'effort qui va être provoqué par le poids de la passerelle. Si les câbles porteurs sont construits avec un acier qui possède une contrainte admissible de 1200 MPa, ce qui est assez courant pour les câbles en acier, leur diamètre va être égal ou supérieur à la valeur suivante. Donc, on a que le diamètre doit être plus grand ou égal à la racine carrée de 4 fois T indice F divisé par pi, divisé par phi, puis divisé par F indice T. Donc, ça va nous donner la racine carrée de 4 fois 535 000 newtons divisé par pi,
divisé par 0,9 et divisé par 1200 Newton par millimètre carré, ce qui va nous donner un diamètre de câble d'environ 25 mm. On peut poursuivre notre analyse structurale, sachant que la passerelle est constituée de 24 cadres verticaux en bois, espacés environ 2 mètres sans centre. Pour dimensionner les membrures en bois qui relient les cadres porteurs au tablier de la passerelle, on peut alors isoler l'un de ces cadres. Nous avons choisi d'isoler le cadre du milieu parce que les membrures sont plus longues. C'est ce que nous avons représenté sur la figure ici à gauche de l'écran. Et sur cette figure-là, on peut tracer le diagramme de corps libre d'un point A qui est situé au centre du tablier, qui est représenté sur l'illustration ici à gauche. Donc, il y a 4 forces qui convergent vers le point A. Il y a d'abord une charge verticale correspondant à la somme du poids de la structure et de la charge d'utilisation qu'on a représentée par le symbole P indice F. Il y a aussi une charge horizontale causée par la résultante des forces de vent qu'on a représentée par la lettre H indice F. Et il y a finalement 2 forces de compression, F1 et F2, dans les 2 membrures diagonales en bois qui relient le câble porteur au tablier. Ce sont donc les 4 forces qui sollicitent le point A au centre du tablier de notre passerelle. La charge verticale P indice F ainsi que la charge horizontale causée par le vent H indice F sont données par les relations suivantes. Dans le cas de P indice F, c'est égal à 7,7 kN par mètre, la charge linéaire appliquée sur la passerelle, fois 2 mètres, qui est la largeur tributaire associée à l'un des 24 cadres verticaux qui unissent le tablier au câble caténaire. Donc ça nous donne une charge de 15,4 kN. Pour la charge de vent, on a qu'à HF est égal à 1,5 fois 1,3 kN/m. 1,3 kN/m étant la charge de vent. 1,5 c'est le facteur de majoration pour les charges vives. Toujours fois la largeur tributaire associée à notre cadre, 2 mètres, donc qui va nous donner une charge totale de 3,9 kN. À partir du diagramme de corps libre qui est reproduit en bas à gauche de l'écran, on sait qu'on connaît maintenant la charge verticale de 15,4 kN et la charge horizontale de 3,9 kN. On a 2 charges inconnues qui s'appliquent sur le point A, les charges F1 et F2. On connaît cependant l'inclinaison de ces 2 charges-là, donc on peut trouver les 2 forces inconnues F1 et F2 en traçant le polygone de force. C'est ce qu'on a fait en bas à droite de l'écran. Donc sur le polygone de force, on vient mettre les 2 forces connues, la force horizontale de 3,9 kN et la force verticale de 15,4 kN. On vient tracer deux droites parallèles aux forces F1 et F2. Donc l'endroit où ces 2 droites-là se croisent va nous donner le point de jonction entre les forces F1 et F2 et on va compléter notre polygone de force. Après avoir complété notre polygone de force, on constate que l'effort de compression maximale dans les membrures diagonales qui vont relier le tablier au câble caténaire situé en bas est égal à 13,1 kN. Pour faciliter les assemblages, le concepteur de l'ouvrage a fait en sorte que les membrures diagonales soient constituées de 4 pièces de bois carré qui sont assemblées ensemble. Donc, chacune de ces pièces doit résister à une charge de compression de 3,3 kN, c'est-à-dire 13,1 kN, la charge de compression de la membrure, divisée par 4. Puisqu'on utilise du bois de sciage de très bonne qualité, de type sapin Douglas Select Structural, on consulte le tableau 2.8 des notes de cours et on trouve que la contrainte admissible en compression F indice C est égale à 9,5 MPa et que le module élastique E est égal à 8,5 MPa pour du bois de sciage de cette qualité. En utilisant la feuille Excel qui est conçue pour le dimensionnement des profilés sur mesure, qui est reproduite ici en bas de l'écran, on va dans cette feuille-là rentrer une valeur de K est égale à 1. On va rentrer une valeur de L qui est égale à 4,1 m. On a les mêmes valeurs selon l'axe fort et l'axe faible, KL et KX. On a les propriétés du matériau, là, F indice C de 9,5 MPa puis E de 8,5 GPa. Donc, on va faire varier les dimensions des pièces jusqu'à se trouver une résistance suffisante. Dans ce cas-là, on trouve
qu'avec on va trouver qu'on pourrait utiliser des membrures constituées de 4 pièces de 65 par 65 mm, c'est-à-dire dans le système canadien, ce serait des pièces de bois de 3 pouces par 3 pouces, qui vont nous donner une résistance en compression P indice R de 3,5 kN, donc c'est supérieur à l'effort maximal qui est appliqué à ces membrures-là, qui est égal à 3,3 kN. Donc ça nous donnerait la dimension de ces membrures-là. Les autres membrures là, seraient choisies avec les mêmes dimensions par souci là, de simplicité. La photographie illustrée à l'écran nous montre une image de la structure. On voit bien la sous-structure lenticulaire et la superstructure qui est déposée par-dessus là, avec le garde-corps qui est fait en panneaux de contreplaqué. Nous avons ici 3 autres photographies qui illustrent des détails d'assemblage de l'ouvrage. Donc sur la photo à gauche, on voit bien les membrures diagonales là, qui sont formées de 4 pièces de bois avec le câble caténaire en dessous qui vient s'insérer entre ces membrures-là. On voit bien les membrures verticales aussi de la superstructure qui viennent également s'insérer entre les membrures diagonales et qui sont boulonnées là, après. On a à droite des détails d'assemblage, on a en haut à gauche, on a les détails d'assemblage des membrures diagonales qui vont aller se rejoindre au niveau de la poutre longitudinale au centre du tablier. On voit aussi les câbles en X qui stabilisent la structure qui viennent se joindre à ce point-là. Et en bas à droite, on voit un détail d'assemblage là, du câble caténaire en bas de nos membrures diagonales, avec aussi l'assemblage des câbles d'acier en forme de X qui vont venir là, contreventer la structure et lui donner une plus grande rigidité. Comme troisième exemple, nous avons choisi la seconde passerelle piétonne Traversina. En effet, 3 ans seulement après sa construction, la passerelle Traversina 1 s'est effondrée, emportée par une avalanche de neige. Pour la remplacer, une seconde passerelle a été construite 70 mètres plus loin en 2005 et sa conception a été confiée toujours au même ingénieur que la précédente, Jörg Konzett. Cette nouvelle passerelle est en fait constituée d'un escalier en bois suspendu à 2 câbles caténaires. L'escalier franchit une portée de 56 mètres à 23 mètres de dénivelé. On a en bas à l'écran une représentation là, de cette structure. La figure reproduite ici en bas de l'écran montre la géométrie de la structure. Donc on voit que cette structure est constituée d'un escalier en bois qui franchit une portée de 56 mètres sur une dénivelée de 23 mètres. Cet escalier en bois-là est suspendu à un câble caténaire qui, lui, fait 95 mètres de portée. Aux 2 extrémités, le câble est attaché à une fondation de béton. Donc, 2 systèmes ont été combinés pour assurer la stabilité de la structure et lui donner une grande rigidité. On a d'abord choisi d'utiliser des suspentes inclinées plutôt que verticales pour créer un effet de triangulation qui donne à la structure plus de rigidité dans l'axe vertical. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, entre le tablier et le câble caténaire, plutôt qu'utiliser des suspentes verticales, on a utilisé des suspentes en forme de triangle qui forment un treillis qui confère une grande stabilité à l'ouvrage. Et puis, pour assurer la stabilité horizontale de la structure et lui conférer une bonne résistance aux charges de vent, on a par la suite choisi de disposer 4 poutres en bois assez massives de chaque côté de la voie piétonne. C'est ce qu'on voit sur l'illustration en bas à gauche de l'écran. Ces poutres sont liées par des profilants d'acier en forme de I dans l'axe perpendiculaire et des tirants formant une juxtaposition de contreventement en forme de X sous le tablier. Cette structure agit alors comme une grosse poutre placée à plat qui reprend tous les efforts horizontaux, alors que tous les efforts verticaux sont transférés au câble porteur via les câbles de suspente inclinés. La série de 8 poutres placées de part et d'autre du tablier éloigne aussi le piéton du vide et, par son aspect massif, dégage un sentiment de sécurité propre à rassurer le promeneur. La charge morte de la structure est estimée à 5 kN par mètre linéaire et la charge vive est toujours égale à 3 kN par mètre linéaire, c'est-à-dire c'est la charge de neige qu'on a à cet endroit et on sait que le tablier a toujours une largeur de 1 mètre. Donc la charge totale majorée
est donné par 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, ça nous donne 1,25 fois 5 plus 1,5 fois 3, donc 10,75 kN par mètre. La charge totale supportée par chacun des deux câbles porteurs se calcule facilement. On a la charge totale supportée par chacun des câbles, c'est égal à 10,75 kN par mètre, fois 56 mètres, divisé par deux câbles, donc ça va me donner une charge totale de 300 kN. On connaît l'inclinaison souhaitée du câble à l'appui gauche par le concepteur. Le concepteur voulait avoir une inclinaison avec une pente de 5 dans 12. Et on sait que la force externe résultante, 300 kN, est située dans l'axe vertical au milieu de la portée de l'escalier, puisque la charge est uniformément répartie. On a une portée de 56 mètres, donc au milieu, c'est-à-dire à 23 mètres, on a notre charge résultante. Donc sur le diagramme de forme, on a tracé une ligne pointillée qui correspond à l'inclinaison souhaitée du câble à l'appui gauche, et on a tracé une seconde ligne pointillée dans l'axe de la charge externe résultante de 300 kN, une ligne pointillée verticale. Ces deux lignes-là vont se croiser en un point. On sait que la résultante des charges externes forme avec les deux réactions d'appui un système de trois charges non parallèles. Donc, ces trois forces-là vont se croiser en un point. Donc, ce point-là, correspond au point U qui est représenté ici sur le diagramme de forme, au point de croisement de la droite inclinée avec une pente de 5 dans 12 et la force verticale de 300 kN. Donc, ça nous permet, en traçant une ligne pointillée entre le point U et le point d'appui à droite de la structure, de trouver l'inclinaison du câble à l'extrémité droite de la structure. Donc, maintenant qu'on connaît cette inclinaison-là, on peut ramener sur le polygone de force la charge externe, c'est-à-dire la charge de 300 kN, et deux droites inclinées, une première droite inclinée avec une pente de 12 dans 5 et une deuxième droite inclinée parallèle à l'inclinaison de la ligne pointillée à l'extrémité droite de la membrure. Donc, on va ramener ces deux lignes-là inclinées sur le polygone de force. Ces deux lignes-là vont se croiser en un point qui correspond à notre point focal O. On divise alors la portée de l'escalier en bois en 10 intervalles de 5,6 mètres, c'est-à-dire 56 mètres divisé par 10, et on place une force concentrée de 30 kN, c'est-à-dire 300 kN divisé par 10, au centre de chacun de ces intervalles. Donc, ça nous permet de tracer le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. On peut ainsi compléter le polygone de force qui est en bas, maintenant qu'on connaît la position du point O, et tracer le diagramme de forme du câble caténaire. Donc, après avoir complété le polygone de force, on va venir rapporter des lignes parallèles sur le diagramme de forme et ça va nous permettre de tracer le profil du câble caténaire. Le polygone de force nous indique que la force de tension maximale dans le câble est égale à 445 kN et qu'elle se situe à l'extrémité droite de la structure. En supposant que la contrainte admissible de l'acier est toujours égale à 1200 MPa pour les câbles, on peut calculer leur diamètre minimal à partir de la relation suivante. On a que le diamètre doit être supérieur ou égal à la racine carrée de 4 fois T indice F sur pi fois phi fois F indice T. Donc, ça va nous donner la racine carrée de 4 fois 445 000 newtons divisé par pi, divisé par 0,9, divisé par 1200 newtons par millimètre carré, ce qui nous donne un diamètre minimal de 32,6 mm. Il nous reste maintenant à considérer la réaction d'appui horizontale aux extrémités du câble. Comme pour la passerelle sur Hansons, cette composante est transmise à l'assise rocheuse, mais dans le cas présent, la force d'ancrage qui est requise est environ 2 fois plus élevée que celle de la passerelle sur Hansons. Donc, cela nécessite la construction de fondations importantes en béton aux deux extrémités de la passerelle. Ces fondations vont être en partie enfouies dans le sol. Sur le schéma qu'on voit ici en bas de l'écran, on voit ces fondations-là qui sont représentées en gris, là, et on constate, si on regarde l'échelle de l'ouvrage, que ces fondations-là sont importantes. Donc, elles sont nécessaires, comme je le mentionnais, pour être capable de résister
à la force d'arrachement horizontale. À l'écran ici, on a reproduit une photographie de la passerelle Traversina 2. Donc on voit bien l'escalier qui monte, qui permet aux promeneurs de monter ou descendre. On voit bien les 4 poutres ici qui sont situées de part en part de l'escalier qui permettent de stabiliser la passerelle pour les charges latérales. On voit le câble caténaire, mais on voit aussi les suspentes là, qui sont inclinées par rapport au câble caténaire là, pour former une triangulation. À l'extrémité, en haut à gauche de la photographie, on voit les poteaux d'ancrage en béton armé sur lequel va venir s'accrocher le câble caténaire. Cette seconde photo nous montre une autre vue de la passerelle vue du haut. Donc, on voit l'escalier en bois. On devine, on voit un petit peu à droite là, les 4 poutres qui sont situées à l'extérieur de la passerelle. On voit bien le câble caténaire qui remonte très haut à l'autre bout, avec les suspentes en diagonale et avec le garde-fou. À gauche à l'écran, une photo qui nous montre bien la passerelle. Donc, on voit bien ici l'escalier en bois avec les 4 poutres de bois là, de chaque côté et le câble caténaire là, qui monte très haut pour aller s'accrocher dans la montagne sur l'extrémité droite de la photographie. En haut, à droite, on voit la passerelle en construction. On voit qu'on est en train de venir installer là, les marches de l'escalier. Et en bas à droite, on voit le résultat final. Donc, on voit bien l'escalier là, qui monte dans la montagne. Pour terminer, une dernière série de photos qui montre les appuis en béton au point d'ancrage aux extrémités de la passerelle. Sur la photo ici à gauche, on voit justement un massif de béton sur lequel va venir s'accrocher le câble caténaire. On constate que cet appui-là, cette fondation-là est très massive, justement pour reprendre, comme je le mentionnais précédemment, l'effort d'arrachement causé par la charge horizontale. On a la même chose, si vous regardez l'image en haut à droite, on a cette structure-là qui est en construction. C'est la partie extérieure qui est visible, mais on voyait sur un schéma précédemment qu'une partie importante de cette structure-là qui est enterrée. C'est ce qu'on voit un peu sur la figure du bas. Donc, sur la figure du bas, c'est durant la construction, on voit qu'on est en train de préparer les fondations. Donc, on a excavé pour venir faire les coffrages. Donc, on va couler une partie de la fondation sur laquelle on va venir installer la superstructure en béton où les câbles vont venir s'ancrer. Donc, dans ce cas-là, le fait d'avoir une charge horizontale importante, ça nécessite la construction là, de fondations importantes et massives pour résister à ces efforts-là. Contrairement à la passerelle Traversina 1 qu'on a vue juste précédemment, où pour cette passerelle, comme c'est le tablier qui travaillait en compression pour reprendre la force horizontale, on n'avait aucune composante horizontale transmise aux fondations et notre passerelle venait tout simplement se déposer sur nos fondations aux 2 extrémités, ce qui fait qu'on avait de toutes petites fondations pour supporter la passerelle. Comme 4e exemple, nous avons choisi d'analyser la toiture du terminal de l'aéroport de Dulles à Washington. Inauguré en 1962, le terminal de l'aéroport de Dulles à Washington a été conçu par Eero Saarinen. Le toit est constitué de dalles de béton de 10 cm d'épaisseur, supportées par une série de câbles caténaires espacés à 1,5 m centre-centre. L'extrémité des câbles est fixée à une poutre de rive en béton armé qui ramène les efforts sur une série de poteaux inclinés en béton armé espacés à 12 m centre-centre. La portée du toit caténaire est de 65 mètres. On a ici en bas de l'écran une illustration là, de cette structure. Calculons tout d'abord les charges qui s'exercent sur la structure. On peut évaluer l'achargement de la toiture de la façon suivante. On a les dalles de béton où on a la masse volumique du béton qui est de 24 kN par mètre cube fois l'épaisseur des dalles, 0,1 m, qui nous donne une charge de 2,4 kN par mètre carré. On a la membrane imperméable qu'on va installer par-dessus les dalles qui va avoir un poids environ égal à 0,3 kN par mètre carré. On a le revêtement de plafond qui va être installé en dessous des dalles, qui va aussi représenter un poids d'environ 0,3 kN par mètre carré. Et finalement, on va avoir les charges de mécanique qui vont représenter une charge d'environ 0,25 kN par mètre carré qui vont être placées dans la toiture.
Le poids de la toiture va donc, si on additionne toutes ces charges-là, on va avoir une charge morte de 3,25 kN par mètre carré. Dans ce cas-là, le choix de l'architecte, c'est d'utiliser le poids de la toiture, c'est-à-dire 325 kg par mètre carré, pour la stabiliser et la rendre peu sensible à l'effet de soulèvement causé par le vent. Dans ce cas-là, comme notre toiture est très lourde, même s'il y a des efforts causés par le vent, ces efforts-là demeurent relativement petits comparés au poids de la structure, au poids de la toiture, ce qui signifie que la structure va être stable et va peu se déformer. C'est un choix délibéré de l'architecte car il aurait été aussi possible de construire une toiture beaucoup plus légère. Mais dans ce cas-là, l'architecte a choisi d'utiliser du poids comme élément de stabilisation. À Washington, la charge de neige est évaluée à 0,95 kN par mètre carré. Donc, on prendra en considération une charge vive de 1 kN par mètre carré, ce qui correspond à la charge minimale d'utilisation sur les toitures qui est prévue par le Code national du bâtiment du Canada. On peut trouver cette valeur-là au tableau 2.4 des notes de cours. Ce qui fait que la charge totale pondérée qui va s'exercer sur la toiture, c'est toujours égal à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, on a 1,25 fois 3,25 plus 1,5 fois 1, ce qui nous donne 5,6 kN par mètre carré. Comme les poteaux sont espacés à 12 mètres sans centre, la charge totale supportée par chacun des axes structuraux est égale à 5,6 kN par mètre carré fois 12 mètres, là, la largeur tributaire associée à chaque poteau, fois 65 mètres la longueur de la toiture. Donc, ça nous donne une charge totale de 4370 kN. Cette force résultante forme avec les deux réactions d'appui aux extrémités du câble un système de 3 forces non parallèles qui se croisent en un point. À partir de cette prémisse, Saarinen a envisagé diverses combinaisons de hauteur d'inclinaison des poteaux, jumelées à diverses inclinaisons des câbles au point d'appui, avant de retenir la géométrie qui est illustrée à la figure en bas de l'écran ici, qui montre des proportions harmonieuses. Le sommet des poteaux possède une forme arrondie et la géométrie retenue fait en sorte que les câbles sont tangents à la courbe des poteaux à leur point d'appui, ce qui leur confère une grande élégance à cet assemblage. Donc, sur la figure en bas de l'écran, on voit qu'on a déterminé l'inclinaison des câbles aux deux points d'appui. Ce sont les deux lignes pointillées. On a la résultante des forces de 4370 kN qui passent au centre de la portée. Donc, ces trois lignes-là, ces trois lignes pointillées-là vont se croiser en un point. Donc, Saarinen a joué avec la géométrie pour arriver à une forme qui est intéressante. Donc ici, on voit que la forme aussi des poteaux, le sommet des poteaux est arrondi. Ça fait un petit peu comme une main qui vient supporter le câble. Donc, on s'est arrangé pour que le point d'attache du câble avec le sommet du poteau là, soit tangent à cette forme arrondie-là pour avoir quelque chose d'harmonieux. Comme dans les exemples précédents, pour déterminer la forme caténaire de la toiture, on peut la diviser en 10 intervalles égaux de 6,5 mètres de largeur et placer une charge concentrée de 437 kN, c'est-à-dire la charge totale 4370 kN divisé par 10, au centre de chacun de ces intervalles. Comme on connaît l'angle d'inclinaison du câble aux deux extrémités, aux deux points d'appui, ce sont les deux lignes pointillées représentées sur le diagramme de forme. On peut ramener sur le polygone de force deux lignes parallèles à ces deux lignes-là, et ces deux lignes-là vont se croiser en un point qui correspond à notre point focal O. Une fois que le point focal O est placé, on peut construire le polygone de force et ensuite on peut tracer le diagramme de forme de la structure en venant reporter des parallèles là, aux lignes sur notre polygone de force sur le diagramme de forme qui est représenté en haut à gauche de l'écran. On constate alors, en examinant le polygone de force, que la force maximale de tension dans la toiture caténaire va être égale à 7880 kN et qu'on va la retrouver à l'extrémité droite de la toiture. Dans ce cas-là, on s'aperçoit aussi que la force de tension à l'autre extrémité de la toiture est légèrement inférieure, est égale à 7385 kN, mais elle est du même ordre de grandeur.
Puisque les câbles porteurs sont espacés à 1,5 m centre et que la largeur tributaire de la structure est égale à 12 mètres, la force de tension maximale dans un câble va être donnée par 7880 kN fois 1,5 m divisé par 12 mètres, donc ça nous donne une force de tension de 985 kN. Toujours en supposant que l'acier utilisé pour les câbles possède une contrainte admissible de 1200 MPa, le diamètre minimal des câbles va être égal à la racine carrée de 4 fois P indice F divisé par pi phi F indice T. Donc ça va donner la racine carrée de 4 fois 985 000 Newton divisé par pi divisé par 0,9 divisé par 1200 Newton par millimètre carré. Donc ça va nous donner un diamètre de câble qui est égal à 34 mm. Pour cette structure, la composante horizontale des câbles porteurs aux deux points d'appui est transmise aux fondations par l'intermédiaire de poteaux inclinés qui sont encastrés dans le sol. La figure illustrée en haut à gauche de l'écran montre les forces qui s'exercent sur le plus long de ces poteaux inclinés. Donc on constate qu'on a un effort de tension de 7880 kN dans le câble qui peut être décomposé en deux composantes. Une composante qui est parallèle au poteau, qui est égale à 5250 kN, et une composante qui est perpendiculaire au poteau, qui est égale à 5430 kN. On constate également, en regardant la figure en haut à gauche de l'écran, que notre force de tension de 7880 kN est excentrée de 13,7 mètres par rapport au point d'appui au sol. Donc, cette force-là va générer un moment d'encastrement au niveau du sol qui va être égal à 7880 kN fois son bras de levier qui est égal à 13,7 mètres, donc qui va nous donner un moment d'encastrement de 108 000 kN/m. Donc, si on regarde toujours sur la figure en haut à gauche de l'écran, on a les trois réactions d'appui à la base du poteau. Donc, on a un effort de compression de 5250 kN. On a un effort tranchant de 5430 kN. Et surtout, on a un moment d'encastrement de 108 000 kN/m. Pour résister à ce gigantesque moment de flexion, c'est vraiment une valeur très élevée, Saarinen a conçu des poteaux en béton armé qui sont très massifs, avec un profil sculptural. Là, on le voit sur l'illustration en bas à gauche de l'écran. Il a joué vraiment avec la forme de ces poteaux pour obtenir quelque chose d'intéressant. Et ces poteaux-là sont très gros puisqu'à leur base, ils font 6 mètres de largeur. Ces éléments-là, en fait, vont se comporter comme des poteaux-poutres puisqu'ils doivent résister à l'action combinée des efforts de compression et de flexion qui les sollicitent. Le dimensionnement des pièces en béton armé nécessite l'acquisition de connaissances plus poussées qui ne sont pas abordées dans ce cours d'introduction à la conception de structures. Pour les fins de la démonstration, on peut cependant dimensionner ce poteau comme s'il était constitué d'un tube évité en acier fabriqué sur mesure. En utilisant les feuilles Excel prévues à cet effet, notre choix s'arrête sur un profilé rectangulaire de 0,6 par 4 mètres avec des parois de 50 mm d'épaisseur. Donc, si on regarde la feuille Excel qui est reproduite ici en haut à droite de l'écran, on a rentré ici la géométrie du profilé, c'est-à-dire une largeur de 600 mm, une hauteur de 4000 mm, une épaisseur paroi de 50 mm. La géométrie du poteau, donc on a un poteau qui est encastré à la base et qui est libre de se déplacer à son sommet. Donc, ça nous donne une valeur de K qui est égale à 2. La longueur du poteau est égale à 21 mètres. On a les propriétés mécaniques de l'acier, la résistance en compression qui est égale à 350 MPa et le module élastique qui est égal à 200 GPa. Donc, en rentrant ces données-là dans la feuille Excel, on trouve les valeurs de la résistance en compression qui sont indiquées ici. On a une résistance en compression de 130 737 kN selon l'axe fort et de 27 711 kN selon l'axe faible. En ce qui concerne, ça nous donne la résistance en compression du poteau. Maintenant, si on regarde la résistance à la flexion, on a la deuxième feuille Excel qui est représentée au centre de l'écran à droite. Donc, on a rentré encore une fois la géométrie du profilé, c'est-à-dire une largeur de 600 mm, une hauteur de 4000 mm et une épaisseur de 3 mm.
une épaisseur des parois de 50 mm avec la résistance à la flexion, la contrainte admissible en flexion de l'acier qui est égale à 350 MPa. Et on a trouvé une valeur du moment résistant selon l'Axford, MR indice X, de 11 000, c'est-à-dire 114 719 kN et une résistance à l'effort tranchant de 54 059 kN. Donc, si on rentre ça dans l'équation d'interaction, c'est ce qu'on a fait en bas. Notre équation d'interaction s'écrit P sur F divisé par P sur R plus M sur F divisé par M sur R. Donc, ça va être égal à 5250, l'effort de compression qui est imposé au poteau par les charges externes, divisé par P indice R, la résistance en compression du poteau qui est égale à 130 737 kN, plus M indice S, c'est-à-dire 108 000 kN/m, le moment maximum qui est imposé au poteau par l'application des charges externes, divisé par M indice R, 114 719 kN/m, qui est la résistance du poteau en flexion. Donc ça va nous donner, ça va être égal à 0,04 plus 0,94, ça nous donne 0,98. C'est inférieur à 1, donc ça signifie que notre profilé est capable de résister aux charges qui lui sont imposées. On constate que la membrure se comporte beaucoup plus comme une poutre que comme un poteau, puisqu'elle est sollicitée à 94% de sa résistance à la flexion et seulement à 4% de sa résistance à la compression. En fait, ça se comporte presque exclusivement comme une poutre et très peu comme un poteau. On constate aussi que l'effort tranchant résistant du profilé, qui est égal à 54 059 kN, est environ 10 fois supérieur à l'effort tranchant causé par l'application des charges externes, qui est égal à 5 430 kN. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il aurait été possible d'accroître très significativement l'efficacité structurelle des poteaux en ajoutant un tirant qui viendrait contrebalancer l'effort horizontal transmis par les câbles caténaires au sommet du poteau. C'est ce qu'on a représenté ici en haut à gauche de l'écran. Donc on a toujours notre poteau incliné, mais si on venait placer on pourrait venir placer un tirant à droite du poteau pour venir l'ancrer au sol. À ce moment-là, on a trois forces qui s'exercent sur le sommet du poteau. On a la tension de 7880 kN dans le câble et on a aussi la tension dans le tirant de l'autre côté ainsi que la compression dans le poteau. Si on choisissait d'incliner notre haubans à droite du poteau de telle façon que l'angle entre le câble et le poteau soit égal à 44 degrés de part et d'autre du poteau. Bon, en venant tracer le polygone de force qui s'applique au niveau du sommet du poteau, c'est ce qu'on a représenté ici en bas à gauche de l'écran. On s'apercevrait qu'on a dans les deux câbles une charge de tension de 7880 kN et que notre poteau subirait une force de compression de 10 500 kN. On remarque que cette force-là de 10 500 kN est environ 2 fois supérieure à la force de compression qu'on avait précédemment. Mais par contre, c'est évidemment très important de constater que dans ce cas-là, on a complètement éliminé le moment de flexion. On n'a aucun moment de flexion à la base du poteau. Donc, on a doublé l'effort de compression du poteau, mais comme on a trouvé précédemment que l'effort de compression, ça ne représentait que 4% de la résistance du poteau, globalement, on a accru de façon importante la performance structurelle de l'ouvrage. En utilisant la feuille Excel conçue pour le dimensionnement sur mesure des poteaux en acier, on constate que l'on pourrait utiliser par exemple un poteau circulaire en acier de 850 mm de diamètre avec une paroi de 20 mm d'épaisseur pour lequel le tableau qui est reproduit en bas de l'écran nous indique que la résistance en compression, P indice R, va être égale à 10 640 kN, donc supérieure à l'effort maximal de compression qui est imposé au poteau. Dans ce cas, la section du poteau, le poteau aurait une section de 50 580 mm², ce qui est presque 9 fois inférieur
à la section du poteau choisi précédemment, qui avait une aire de section de 450 000 mm², ce qui représente une économie de matériaux très importante. Là, on utilisera environ 10 fois moins d'acier. En plus, comme on n'a plus de moment d'encastrement au niveau des fondations, on aurait aussi une fondation beaucoup moins massive à la base du poteau parce qu'elle n'a pas à résister là, au moment d'encastrement. Donc, on aurait une structure beaucoup plus efficace, mais qui ne servirait pas le parti architectural du projet. En effet, c'est l'aspect massif et sculptural des poteaux en béton armé supportant un mince voile flottant au-dessus de l'espace qui confère à l'ouvrage tout son potentiel d'expression architecturale. À cet égard, l'alternative envisagée serait moins intéressante. C'est ce qu'on voit sur les deux illustrations là en bas de l'écran. Donc, l'alternative du bas est plus économique, mais elle est moins intéressante que celle du haut. Cela montre bien que parfois, la recherche de la plus grande efficacité structurale n'offre pas nécessairement la meilleure solution architecturale. La photographie reproduite à l'écran montre justement une image de la structure. Donc, on voit le voile de béton là, qui est accroché au poteau incliné. On voit que le voile est percé. Les poteaux inclinés percent le voile pour aller le suspendre en haut. Et on remarque sur cette photo-là l'aspect très massif des poteaux. Ici, on a une photographie de l'ouvrage sur la construction. Encore une fois, si vous regardez par rapport au personnage, là, on voit bien l'aspect très massif du poteau. On est en train de construire ici la poutre de rive au sommet du poteau sur lequel on va venir accrocher le voile. Et c'est cette poutre-là qui va transférer les efforts au sommet de chacun des poteaux. À l'extrémité gauche de l'écran, on voit les barres d'armature là, au sommet du poteau avant que l'on vienne couler le béton. Les deux photographies ici nous montrent les cages d'armature dans les poteaux et l'installation des coffrages là, avant qu'on vienne couler le béton. Et la photo ici à gauche nous montre la série de câbles caténaires qui sont suspendus au poteau avec les dalles de béton qu'on vient installer. Là, dans ce cas-là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les coffrages. La dalle de béton va venir être coulée par-dessus ça. On voit la même chose en bas à droite de l'écran. Là, on voit la série de câbles avec la série de dalles qui va être déposée par-dessus. Et finalement, en haut, à droite de l'écran, on a un détail là, de l'acier d'armature dans le haut des poteaux. Comme cinquième et dernier exemple, nous avons choisi le centre de foire Hall 26 à Hanovre, en Allemagne. Ce bâtiment est un centre de foire conçu par l'architecte Thomas Herzog. Il est constitué de 3 toitures caténaires d'environ 55 mètres par 115 mètres, supportées par des cadres triangulés en acier de 22,5 mètres de hauteur. Les dimensions du bâtiment sont d'ailleurs reproduites en bas à gauche de l'écran là, sur l'illustration. La forme du bâtiment a été choisie non seulement pour sa grande efficacité structurelle, qui permet de dégager de grands espaces sans appui verticaux, mais aussi parce qu'elle facilite la ventilation et l'éclairage naturel. La toiture est constituée de panneaux sandwich en bois supportés par une série de câbles caténaires espacés à 4,5 mètres sans descente. Ces panneaux sont remplis de gravier pour l'alourdir et lui conférer une bonne stabilité. Dans chacune des 3 travées, 2 câbles stabilisateurs relie également la toiture aux treillis verticaux. C'est ce qu'on a représenté là, en bas sur l'illustration du bas qui montre une vue en coupe du bâtiment. En fait, ces câbles restreignent la déformation de la toiture et sont particulièrement efficaces lorsqu'il y a un amoncellement de neige au point bas de la structure. Donc, ça permet de la rigidifier et de la rendre plus stable, de faire en sorte qu'elle se déforme moins lorsque la charge varie. Le poids de la toiture est estimé à environ 100 kg par mètre carré. Puisque la charge maximale de neige à Hanovre est de 0,85 kN par mètre carré, on choisira comme charge vive la charge minimale d'utilisation prévue par le Code national du bâtiment, qui est égale à 1 kN par mètre carré. La charge totale majorée est donc égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc, ça nous donne 1,25 fois 1 plus 1,5 fois 1, c'est-à-dire 2,75 kN par mètre carré. La charge supportée par chacun des câbles caténaires est donc donnée par l'expression suivante. On a que W la charge totale qui est égale à 2,75 kN par mètre carré
fois 4,5 mètres, la largeur tributaire associée à chaque câble, fois 50 mètres, ce qui nous donne une charge de 680 kN. Pour trouver la forme du câble, on va procéder comme précédemment, subdivisant arbitrairement la portée en 10 intervalles égaux. Et on va placer une charge concentrée de 68 kN, c'est-à-dire la charge totale de 680 kN divisé par 10, au centre de chacun de ces intervalles. Sur le diagramme de forme, on va placer d'abord les deux points d'appui que l'on relie par la corde de fermeture et on va tracer une ligne horizontale pointillée qui correspond à l'élévation du point le plus bas de la courbe caténaire recherchée. On place ensuite les points A à K sur le polygone de force, illustré ici en bas à gauche de l'écran. Sachant que la charge est uniformément distribuée sur toute la structure, on en déduit que les réactions d'appui verticales sont les mêmes aux deux extrémités du câble. Cela signifie que la corde de fermeture croisera l'axe vertical des charges externes à mi-hauteur, c'est-à-dire que le point Z va être superposé au point F. À partir du point F, on va donc tracer une ligne qui est parallèle à la corde de fermeture. C'est la ligne représentée en pointillé bleu sur le polygone de force représenté en bas à gauche de l'écran. Et sur cette ligne-là, on va placer arbitrairement le point focal O. Après avoir complété le polygone de force, on va tracer le diagramme de forme pour constater qu'il passe bien par les deux points d'extrémité, mais que son point le plus bas est situé en dessous de la ligne pointillée. Ce point le plus bas, on constate en fait qu'il est situé juste en dessous de la force qui sépare les intervalles G et H. Donc sur le diagramme de force, on va tracer deux cordes qui relient le point le plus bas aux deux points d'appui. Ce sont les deux lignes pointillées vertes qui sont représentées là, sur le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Sur le polygone de force, on va donc tracer à partir du point O deux lignes parallèles à ces cordes qui vont intercepter l'axe vertical au point X et Y. On retourne alors au diagramme de forme pour tracer deux cordes qui relient le point le plus bas recherché aux deux points d'appui. Ce sont les deux lignes pointillées en rouge qui sont représentées sur le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Sur le polygone de force, on va alors tracer deux lignes pointillées rouges qui sont parallèles à ces deux cordes et qui interceptent les points X et Y sur l'axe vertical du polygone de force. Ces deux lignes, ainsi que le prolongement de la corde de fermeture qui est représenté par la ligne pointillée bleue, vont se croiser en un point O qui est le point focal recherché. Il ne reste plus qu'à compléter le polygone de force et à tracer le diagramme de forme pour obtenir le profil de la toiture caténaire qui est reproduit ici en haut à gauche de l'écran. On constate alors que la force de tension maximale dans le câble est égale à 1070 kN et qu'elle est située près de l'appui gauche. En supposant que la contrainte admissible en tension de l'acier est égale à 1200 MPa, on peut calculer le diamètre minimal du câble nécessaire pour supporter cette charge. Donc le diamètre va être égal à la racine carrée de 4 fois 1,070 newtons divisé par pi, divisé par 0,9, divisé par 1200 newtons par millimètre carré, donc ce qui nous donne un diamètre de 35,5 mm. Tâchons maintenant de dimensionner le cadre triangulé qui supporte la toiture et dont on assume que les points d'appui sont rotulés. En regardant l'image en bas à gauche de l'écran, on a la géométrie de la toiture. Donc on constate que chaque cadre va supporter une largeur tributaire de 11,5 mètres, c'est-à-dire 18 mètres, plus 4,5 mètres, divisé par 2, parce qu'on a deux cadres qui supportent cette largeur-là. Donc les charges transmises au cadre par la toiture caténaire vont être respectivement égales à 2675 kN, c'est-à-dire la charge de 1070 kN qu'on avait trouvé précédemment pour une largeur tributaire de 4,5 mètres associée à chaque cadre, fois le ratio entre la largeur tributaire supportée par le cadre, 11,25 mètres, divisé par la largeur tributaire associée à chacun des câbles, 4,5 mètres, et 2440 kN, c'est-à-dire 975 kN, la valeur qu'on avait trouvée précédemment sur le polygone de force, multiplié toujours par le ratio entre l'aire tributaire du cadre divisé par l'aire tributaire d'un câble. Donc, dans un premier temps, on va tracer le diagramme de corps libre de la structure en indiquant les trois réactions d'appui inconnues R1,
V2 et H2. C'est ce qu'on retrouve en haut à gauche de l'écran. À partir de ce diagramme de corps libre, on peut calculer la réaction d'appui H2 en faisant la somme des moments par rapport au point A. Donc, en faisant la sommation par rapport au point A, on va éliminer les deux inconnus R1 et V2 qui ont un bras de levier nul par rapport au point A. Il va nous rester une seule inconnue H2. Donc, en faisant la sommation des moments par rapport au point A, on obtient que le moment est égal à 2440 kN, l'effort de tension dans le câble de gauche, fois son bras de levier, 2 mètres. Ce moment-là va être négatif parce qu'il produit une rotation dans le sens horaire par rapport au point A. Et on va avoir la réaction d'appui H2 fois son bras de levier qui est de 22,5 mètres, qui va produire un moment positif car il produit une rotation dans le sens horaire par rapport au point A. Donc la sommation de ces moments-là va être égale à 0. En isolant la valeur de H2 dans cette équation, on va trouver que H2 est égal à 2240 kN fois 9 mètres divisé par 22,5 mètres. Donc H2, la réaction horizontale à la base du câble, est égale à 895 kN. Maintenant que la valeur de H2 est connue, il nous reste deux réactions d'appui inconnues, R1 et V1, qu'on peut obtenir tout simplement en traçant le polygone de force qui sollicite le câble. Donc, on a à droite tracé le polygone de force. Donc, on a la force horizontale de 895 kN qui est connue, la force de tension dans le câble incliné de 2675 kN qui est connue, et l'autre force de tension dans le câble de 2440 kN qui est connue. Il nous reste à rajouter à ça les deux forces manquantes, la force R1 dont on connaît l'inclinaison. On sait que cette force-là a la même inclinaison que la membrure inclinée de notre câble, et la force V2 qui est verticale. Donc, là, si on trace des deux lignes pointillées en bleu sur le polygone de force, là, parallèle à R1 et parallèle à V2, ces deux lignes-là vont se croiser en un point qui va nous permettre de fermer notre polygone de force, et on va trouver, en mesurant ces vecteurs-là sur le polygone de force, que R1 est égal à 2290 kN et V2 est égal à 3765 kN. Maintenant que les réactions d'appui sont connues, on peut tracer le diagramme de forme en indiquant la notation par intervalle. C'est ce qu'on a fait sur la figure en haut à gauche de l'écran. À partir de ce diagramme, on trace ensuite le polygone de force pour obtenir les efforts internes dans les membrures. C'est ce qu'on a fait sur la figure au centre de l'écran ici. On a tracé le polygone de force. Sur ce polygone, on constate que les efforts externes sont représentés en rouge, ce qui nous permet de conclure que les efforts internes dans les membrures sont importants comparativement aux charges externes. On voit que les trois efforts internes qui sont représentés par les lignes en noir sont quand même assez élevés par rapport aux efforts externes. Donc, ces efforts sont représentés finalement sur le diagramme des efforts internes qui est représenté en bas à gauche de l'écran. Contrairement aux autres cadres triangulés, celui qui est situé à l'extrémité gauche du bâtiment ne supporte qu'une seule série de câbles caténaires, les câbles caténaires qui sont accrochés au sommet du câble. Donc, en répétant l'analyse graphique de la structure pour ce chargement, on obtient les résultats qui sont présentés à l'écran. Donc, on a en haut à gauche le diagramme de forme où on voit qu'on a uniquement une charge externe qui est la tension dans le câble au sommet du câble. On a le polygone de force qui est représenté ici au centre et on a le diagramme des efforts internes. Dans ce cas-là, on constate que il y a deux membrures pour lesquelles l'effort interne est nul, est égal à 0. Et on a les réactions d'appui et les efforts internes dans les autres membrures. On constate que la charge de compression maximale dans la membrure verticale est égale à 6875, alors que la charge de tension maximale dans les membrures diagonales est égale à 6175 kN. Dans les deux cas, la charge maximale est obtenue pour le câble d'extrémité où on a une charge qui s'applique uniquement au sommet du câble. Il faut noter toutefois que pour les câbles qui sont situés au centre de la structure, où on a des câbles qui s'attachent de chaque côté du cadre triangulé, les valeurs maximales sont très proches des valeurs maximales qu'on obtient pour le cadre d'extrémité. Le concepteur choisit d'utiliser des profilés aidés et vidés carrés en acier pour construire les cadres triangulés.
Donc, en consultant le tableau de profilé standard, on constate que le plus gros profilé qui est disponible sur le marché nord-américain, c'est-à-dire le profilé de HSS 305 par 305 par 13, possède une résistance à la compression de 1881 kN pour les conditions données, c'est-à-dire une valeur de K est égale à 1 et une longueur de flambement de 12 mètres, ce qui est nettement inférieur à la charge appliquée qui est égale à 6875 kN. On va donc utiliser la feuille de calcul Excel destinée à calculer la résistance à la compression de profilé sur mesure. Après quelques essais, notre choix s'arrête sur un profilé carré de 450 par 450 par 19 mm d'épaisseur, pour lequel on trouve que PR est égal à 7311 kN, donc c'est supérieur à PF qui est égal à 6875 kN. Je peux peut-être préciser qu'une épaisseur de 18 mm dans ce cas-là a été différente, aurait été suffisante. On a quand même choisi une épaisseur de 19 mm parce que ça correspond dans le système nord-américain à 3/4 de pouce, donc c'est une dimension très courante dans la construction en acier nord-américaine. Pour les membrures qui sont sollicitées en tension, on choisira un profilé de même dimension, c'est-à-dire un profilé toujours de 450 par 450 pour des questions d'uniformité esthétique. On veut que tous nos profilés aient les mêmes dimensions, mais avec une paroi plus mince. Comme les membrures tendues ne sont pas sujettes au flambement, on peut utiliser la feuille Excel conçue pour les poteaux, mais en utilisant une valeur de flambement qui est égale à 0. On va alors choisir un profilé de 450 par 450 par 12 mm pour lequel la valeur de TR va être égale à 6622 kN, donc c'est supérieur à 6175 kN, la charge maximale qui est appliquée. Je précise que dans ce cas-là, l'épaisseur de 12 mm, ça correspond à 1,5 pouce. C'est aussi une dimension standard dans le système de mesure nord-américain. Pour conclure cette présentation, on présente donc ici les deux tableaux, les deux feuilles Excel qui ont été utilisées pour dimensionner les poteaux. On voit dans la feuille du haut les dimensions du poteau, 450 par 450 par 19 mm d'épaisseur, avec les valeurs de K égale à 1 et les valeurs de L égale à 12 dans les deux directions. Et en bas, on a le résultat pour le profil en tension. Donc, on a 450 par 450 par 12 mm comme dimension. Et dans ce cas-là, on a rentré une longueur de 0. Donc, ce qui nous donne la résistance à la tension du profilé. Ça complète cette présentation-là sur quelques exemples de dimensionnement, de conception de dimensionnement de structures caténaires tendues.